Bonjour et bon réveil, bienvenue sur I24 pour votre journal du matin. On est ensemble pour 2 heures de direct. On jette tout de suite un coup d'œil au sommaire de votre édition. Le 11 janvier 2015, la France se levait. 4 millions de personnes avaient marché à travers tout le pays. Être à Paris était alors comme une urgence. Aujourd'hui, lundi 11 janvier 2016, qu'en reste-t-il? On se posera la question dans cette édition. Un incendie s'est déclaré hier soir dans un bâtiment qui abrite le bureau de l'ONG de gauche B'Tselem. Ça s'est passé dans le quartier de Makor Chaim à Jérusalem. Les pompiers soupçonnent que l'incendie soit d'origine criminelle. On y sera dans ce journal. Guerrier, faucon inflexible, bulldozer pour les uns, roi d'Israël pour ses plus chauds partisans. Ariel Sharon aura laissé une trace brûlante dans l'histoire du pays, de la guerre à outrance à l'amorce d'une paix. On reviendra sur cette personnalité haute en couleur décédée il y a 2 ans aujourd'hui. Et puis c'est le tapis rouge, le plus glamour d'Hollywood. Ils sont parfois raillés, mais restent en tout cas un rendez-vous à ne pas manquer. Dans moins d'une demi-heure, vous saurez tout sur la 73e édition des Golden Globes. Ravi de vous retrouver ce matin. Émotion et sobriété, ce sont peut-être les mots qui résument le plus l'hommage qui a été rendu hier aux victimes des attentats de janvier 2015. Paris, capitale du monde, hier avec un texte de Victor Hugo qui a été lu et célébré. Paris, la résistante. Alors place de la République, il y a eu cet hommage musical mais aussi visuel avec un arbre planté sur la place qui symbolise le recueillement en mémoire des nombreuses victimes. Le récit de David Klezewski. Un arbre du souvenir planté place de la République. Haut d'une dizaine de mètres, un chêne qui symbolise la force et l'espoir. Érigé en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Des hommages qui ont débuté ce matin. Le chanteur Johnny Hallyday entonne un dimanche de janvier, place de la République, face aux officiels, aux proches des victimes et devant plusieurs centaines d'anonymes. En sortant de la voiture présidentielle, François Hollande rejoint le Premier ministre, Manuel Valls, et la maire de Paris. Ensemble, ils dévoilent une plaque à la mémoire des victimes. Janvier et novembre, les autorités rendent hommage aux Français tombés sous les balles des terroristes en 2015. Dépôt d'une gerbe de fleurs, lecture d'un texte écrit par Victor Hugo. Puis le chœur de l'armée française reprend les notes de Jacques Brel. La place de la République plonge ensuite dans le silence le temps d'1 minute. Une cérémonie sobre et solennelle, sans discours politique, face à des Parisiens émus mais moins nombreux que prévu. Puis le président se recueille auprès des familles des victimes. Il prend ensuite la direction de la Grande Mosquée de Paris. Visite surprise avec des responsables religieux musulmans. Une journée qui marque la fin d'une semaine d'hommage. La France a connu en 2015 les pires attentats de son histoire. Voilà donc pour le point sur les journées d'hier. Notez également ce nouveau sondage. Près de 3/4 des Français s'approprient la phrase devenue symbole des attentats de janvier. Je suis Charlie. Un peu plus d'un 5e affirme n'être pas Charlie. Allez, on prend la direction de Paris à présent. 11 janvier 2016, on y retrouve Christian Mallard. Bonjour Christian. Alors, il reste quoi de cette marche républicaine du 11 janvier 2015 ? Écoutez, j'ai envie de vous dire, que reste-t-il de ce dimanche de janvier? Je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus un grand décalage entre ce que j'appellerais l'officiel, le gouvernement, et puis le peuple qui reste solidaire, certes, mais qui en a peut-être aussi assez aujourd'hui de tous ces discours de la classe politique après une semaine de commémoration. Alors c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, hier on a fait référence au passé, révolutionnaire, unitaire, à travers Jean-Baptiste Clément, Victor Hugo, mais j'entends aujourd'hui beaucoup d'observateurs politiques qui disent si aujourd'hui il y a une certaine droite qui commence à courir après le Front National, qui veut s'arroger la propriété, si vous voulez, aujourd'hui du patriotisme, eh bien la gauche, disent-ils, la gauche, qui est mal en point, à 16 mois de l'élection présidentielle, essaye de récupérer un patriotisme issu des attentats. Alors c'est vrai, patriotisme, unité, tout ça c'est bien, mais que disent les sondages aujourd'hui? Les sondages disent qu'ils ne veulent plus de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Alors le sursaut républicain, on le sait, est une arme de récupération redoutable, et tout laisse à penser que dans les 16 mois qui viennent, eh bien, tous les coups seront permis, Nathalie. Et Christian, est-ce que d'une certaine façon, vous avez le sentiment que le 13 novembre n'a pas réveillé ces esprits qui s'étaient peut-être finalement un peu assoupis, pour ne pas dire endormis depuis le 11 janvier? Alors, vous avez raison. C'est vrai qu'il y a eu Charlie Hebdo, 17 victimes, et puis après, il y en a eu 132. 149 victimes en tout, ça fait beaucoup, bien entendu.
des victimes qui n'auraient pas dû être là, malheureusement. On le sait, c'est une tragédie pour la France, c'est un deuil national. Alors c'est vrai que c'est le 13 novembre, les attentats du 13 novembre ont réveillé les Français qui maintenant savent qu'on est en guerre contre les islamistes, contre Daesh, donc l'État islamique, et qui vivent un peu, j'ai envie de dire, qui commencent à dire, on comprend peut-être mieux pourquoi les Israéliens aujourd'hui savent vivre face à ce type de situation, parce que c'est vrai qu'il y a des attentats régulièrement en Israël, et aujourd'hui, les Français, en effet, se réveillent, sont très conscients. Et puis, il y a le Premier ministre Valls ou le Président Hollande qui sont là pour leur rappeler qu'en effet, nous sommes en état de guerre. Dans tous les discours, ils le répètent, et les Français l'ont bien compris. Merci beaucoup Christian pour ces explications et cette analyse. Merci Nathalie. On passe tout de suite à l'actualité en Israël. Direction Tel Aviv, plusieurs questions restent encore en suspens concernant l'attentat de la rue Dizengoff et notamment la fuite très rapide du tueur qui se trouvait à Harara moins de 2 heures après l'attentat. Élément de réponse avec Maxime Perez dans ce sujet. L'issue de la traque était attendue. Elle s'est logiquement achevée avec l'élimination de Nashat Melchem. Mais il aura fallu plus d'1 semaine aux policiers israéliens pour mettre la main sur l'auteur de la fusillade du bar Simta à Tel Aviv. Du temps, il en faudra encore beaucoup aux enquêteurs pour comprendre les motifs du terroriste. Un crime nationaliste, affirment des sources proches du Shabak, qui précisent cependant que le tireur a agi seul et qu'il ne serait lié à aucune cellule dormante. En marge de l'opération antiterroriste menée à Harara vendredi après-midi, 5 autres personnes ont été appréhendées par la police israélienne. Celle-ci doit désormais déterminer leur degré d'implication dans l'attentat de la rue Dizengoff, voire le rôle qu'ont joué les suspects dans l'exfiltration de Nashat Melchem. Au total, une vingtaine de personnes seraient dans le collimateur de la police, tous liés de près ou de loin à Nashat Melchem. Parallèlement, des critiques émergent sur l'attitude des forces de sécurité. Descente en plein jour au cœur de quartiers résidentiels, des hommes armés jusqu'aux dents qui font du porte-à-porte. Rien de très rassurant pour la population. D'autant plus que la police n'a que trop rarement communiqué. Un silence radio qui ressemble aux méthodes des services de renseignement israéliens. Précisément, Roni Alcher, le nouveau patron de la police et l'ancien numéro 2 du Shabak. A-t-il le profil requis pour remplir efficacement sa mission sans répandre un sentiment de psychose? Dans cette affaire, le Shabak n'est pas exempt de tout grief. Comment Nashat Melchem a-t-il pu échapper à ses radars? Est-il suffisamment implanté dans les localités arabes israéliennes pour lutter contre le phénomène d'autoradicalisation, largement insufflé par l'esprit de l'État islamique? Autant de questions qui devront vite trouver des réponses pour éviter un nouveau drame. Et à Harara, justement, les funérailles du terroriste de Dizengoff qui devaient se dérouler cette nuit ont une fois de plus été reportées. Les autorités israéliennes craignent des troubles dans le village arabe du nord d'Israël et veulent donc s'assurer que l'enterrement se tienne en toute discrétion. La famille réclame que le corps leur soit rendu. Par ailleurs, sachez que selon la chaîne israélienne Arutz 10, l'un des 5 gardés à vue dans cette affaire est soupçonné de complicité dans la préparation de l'attentat qui a coûté la vie à 3 personnes le 1er janvier. Un incendie s'est déclaré hier soir dans un bâtiment qui abrite le bureau de l'ONG de gauche, B'Tselem. Ça s'est passé dans le quartier de Mekor Chaim à Jérusalem. Les pompiers soupçonnent que l'incendie soit d'origine criminelle. Mathias Inbar, vous êtes sur place. Bonjour, est-ce qu'on en sait plus ce matin sur les motifs de cet acte ? Écoutez, énormément de déclarations ici, énormément de bruit ici parce que les pompiers ne sont pas encore arrivés. Alors certes, les employés de l'ONG de gauche B'Tselem, mais également du bureau des antiquités se trouvent ici depuis ce matin, constatent les dégâts, en tout cas tentent de le constater. Certains sont même montés dans leur bureau pour récupérer leurs effets personnels. Mais effectivement, eu égard au fait qu'il y a des dégâts considérables, eh bien, les pompiers n'ont pu hier déterminer s'il s'agissait d'un incendie criminel ou pas. On a vu 3 policiers de la police scientifique rentrer dans ces bureaux il y a 5 minutes à peine. Vraisemblablement, une commission d'enquête spéciale des pompiers ne devrait pas tarder pour arriver sur les lieux et surtout pour déterminer s'il s'agit effectivement d'un incendie ou pas. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait des gardes de sécurité hier jusqu'à 18h et puis après, plus rien. Mathias, cet incendie il fait suite à une polémique, il faut le souligner tout de même, qui est née il y a 2 jours, toujours avec cette même organisation.
Oui, tout tourne de cette ONG, organisation non gouvernementale de gauche B'Tselem, parce qu'il y a 2 jours, effectivement, l'un des magazines de la 2e chaîne de télévision israélienne, Ouvda, a montré que l'un des hauts responsables, en tout cas palestiniens, dans le Gush Etzion et à côté de Hébron, un employé de B'Tselem, eh bien, a été filmé à son insu, disant qu'il donnait et délivrait des noms de Palestiniens vendant des terres à des Juifs et délivrer ces noms à l'autorité palestinienne. Et lorsqu'on lui pose la question de savoir qu'adviendrait-il de ces Palestiniens, il répond avec franchise: ils seront torturés et peut-être ils seront tués. Voilà pourquoi il y a cette polémique autour de cette organisation non gouvernementale, et surtout à quelques semaines après cette loi proposée par la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qui propose la transparence de ces associations. Merci beaucoup Mathias en direct donc de Jérusalem. On va prendre à présent la direction de l'Allemagne. Et la polémique ne cesse d'enfler sur la présence de migrants jugés trop massive, et elle a pris un tour particulier, notamment après la série d'agressions sexuelles contre de jeunes femmes au soir du Nouvel An à Cologne. Plus de 500 plaintes ont été déposées. Sachez que les autorités allemandes doivent dévoiler aujourd'hui le premier rapport approfondi d'enquête sur ces violences. Julia Galancia. Jour après jour, les langues se délient. Les violences le soir du Nouvel An à Cologne sont d'une ampleur inédite. L'Allemagne est choquée et face au tollé provoqué, le gouvernement d'Angela Merkel passe à l'offensive. Dans le quotidien Bild, le ministre de la Justice dénonce des violences vraisemblablement coordonnées et planifiées. Quand une telle horde se rassemble pour enfreindre la loi, cela paraît sous une forme ou une autre planifiée. Personne ne me fera croire que cela n'a pas été coordonné ou préparé. Des déclarations, mais aussi des actes. Le parti d'Angela Merkel lance toute une série de mesures visant à faciliter l'expulsion des demandeurs d'asile reconnus coupables de délits. Jusqu'à présent, une expulsion n'était possible que pour un délit passible d'une peine de prison d'au moins 3 ans. Cette règle devrait être beaucoup plus sévère et s'appliquer à tous ceux condamnés à des peines avec sursis. Le droit à un titre de séjour à une procédure de demande d'asile peut être perdu quand des condamnations ont été prononcées, qu'il s'agisse de sursis ou d'emprisonnement. C'est dans l'intérêt des Allemands, mais aussi dans celui de la grande majorité des réfugiés qui sont arrivés chez nous. Et c'est très important. La situation pour Angela Merkel est d'autant plus délicate que les migrants continuent d'arriver en nombre et que la solution internationale qu'elle préconise a toutes les peines à se concrétiser. Hier, l'extrême droite allemande manifestait à Cologne dans une atmosphère très tendue. Policiers et manifestants se sont fait face, jets de bouteilles et de pétards contre canons à eau et gaz lacrymogènes. Voilà donc pour le point sur les récents développements. Virginie Belaïch, bonjour, merci d'être avec nous. Alors comment les hommes politiques français ont réagi à cette affaire? Alors justement, les hommes politiques français, vous le dites, ils réagissent très souvent à l'actualité. Et bien là, c'est silence radio, un silence assourdissant, que ce soit NKM, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire ou encore Jean-Pierre Raffarin, qui sont toujours très prompts à tweeter pour tout et rien. Et bien là, pas un mot. Seuls les élus du Front National, on s'en doutait un peu, ont réagi à cette affaire de Cologne, notamment Marine Le Pen, comme on va le voir sur les écrans, également Florian Philippot et Gilbert Collard, qui se sont fendus d'un tweet évidemment très négatif, vous l'imaginez, sur les migrants. Alors, on voit le tweet de Marine Le Pen s'afficher à l'écran. L'effroi suite aux agressions de Cologne, la dignité et la liberté de la femme, un acquis précieux que nous avons le droit de protéger. Exactement. Juste avant, on avait eu Marion Maréchal Le Pen qui avait réagi pour la première fois. Ensuite, c'est Florian Philippot et Gilbert Collard. Gilbert Collard, qui est un des 2 députés Front National à l'Assemblée nationale, est monté également au créneau de son côté. Ce qui est très intéressant, c'est que les réactions sont évidemment à l'extrême droite. À gauche, rien du tout. Christiane Taubira, silence radio. Cécile Duflot, très active sur Twitter, silence radio. Et alors, une mention spéciale pour le tweet de Dominique Jamais, qui est vice-président de Debout la France. Je vous laisse le découvrir. Angela Merkel compte-t-elle sur les migrants pour repeupler l'Allemagne? À Cologne, quelques-uns sont allés un peu vite en besogne. Je vous laisse apprécier ce tweet qui a été relayé par le maire de Béziers, Robert Ménard. Alors ça, c'est pour les réactions des politiques. Oui, d'à présent, des associations féministes. On passe du silence à la gêne. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Cette affaire, elle démarre juste après le 31 décembre. On est au début de la
préparation des commémorations des attentats de l'année dernière à Hypercacher, à Charlie Hebdo et à Montrouge, mais aussi dans la préparation des attentats du 13 novembre. Et le 13 novembre, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup glosé, il y a encore des soupçons de migrants qui faisaient partie des équipes de kamikazes. Donc la gauche et les associations féministes de façon générale qui sont plutôt marquées à gauche sont très gênées. On le voit avec ce tweet d'Oser le féminisme qui aussi, si vous voulez, on ne sait pas trop quoi faire. On n'a pas attendu l'immigration pour que le viol soit un crime massif. Soutien total aux victimes de Cologne. Et alors la palme du courage revient encore, et comme très souvent, à Caroline Fourest, l'essayiste, qui publie un tweet « Le pire des matchs, les machistes du cru contre les sexistes fraîchement arrivés, notre résistance, le féminisme ». Merci beaucoup Virginie pour ces détails ce matin. Alors on en vient à une autre actualité aujourd'hui, la Cologne qui s'est finalement choisi un président de la Catalogne 2 heures avant l'expiration du délai imparti aux parlementaires catalans. Ces derniers ont élu par 70 voix pour et 163 contre Carles Puigdemont, 53 ans, qui doit les amener vers la sécession. Julia Galencia. La Catalogne s'est finalement choisi un président. 2 heures avant l'expiration du délai imparti aux parlementaires catalans, ils élisent par 70 voix pour et 63 contre Carles Puigdemont pour les amener vers la sécession. C'est maintenant la dernière étape du processus vers l'indépendance qui a commencé il y a quelques années avec des manifestations massives et une réponse démocratique des citoyens. C'est sans doute l'étape la plus incertaine et la plus complexe de tout le processus que nous avons mené avec succès jusqu'ici. Nous parviendrons à l'issue du processus à une réussite, mais nous avons besoin de tout le monde. Il va falloir s'appuyer sur tous ceux qui veulent nous aider, et il y en a beaucoup, plus que ce que vous imaginez. À 53 ans, cet homme est un indépendantiste de la première heure. Depuis 2011, il est maire de Gérone, ville de 97 000 habitants à 100 km au nord de Barcelone. Cette nouvelle majorité est censée amener la Catalogne à se séparer de l'Espagne en 2017 au plus tard. Mais le projet n'est pas du goût de tous. Quelques minutes avant le vote d'investiture au Parlement catalan, Mariano Rajoy s'adresse en direct aux Espagnols et le message est sans appel. Le gouvernement ne laissera pas passer un seul acte qui suppose de porter atteinte à l'unité et à la souveraineté. Cela va à l'encontre de la loi et des décisions des tribunaux. Ce dénouement de dernière minute aura des conséquences à Madrid. Mariano Rajoy essaye en vain de se trouver des alliés lui permettant de rester au pouvoir. Les élections du 20 décembre lui ont fait perdre sa majorité au Parlement, rendant extrêmement délicate la formation d'un gouvernement. Il espère rallier les socialistes du PSOE et les centristes de Ciudadanos autour de la défense d'une Espagne unie. Tour d'horizon de l'actu, en bref et en images. Les autorités mexicaines veulent entendre les acteurs Sean Penn et Kate Del Castillo après la publication de leur entretien avec le narcotrafiquant El Chapo. Alors qu'il était en cavale, le gouvernement mexicain qui a annoncé commencer la procédure d'extradition vers les États-Unis du baron de la drogue. Le vent va souffler fort sur les côtes atlantiques et au bord de la Méditerranée. En France, des risques de submersion marine sont aussi possibles. Météo France qui a placé 12 départements du littoral en vigilance orange. Et en France, toujours des intellectuels et des dirigeants écologistes appellent à une primaire à gauche. C'est ce qui fait la une de Libération ce matin. Des intellectuels comme l'économiste Thomas Piketty ou le sociologue Michel Vivorca et des dirigeants écologistes tels que Daniel Cohn-Bendit ont tous lancé cet appel. Et on va parler économie à présent. Économie française. Johanna Citruc, bonjour, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, une réunion cruciale sur l'emploi est prévue à Matignon. Manuel Valls qui ouvre le bal avec la CFDT. Oui, aujourd'hui, le chômage touche plus de 10% de la population active. Donc pour y remédier, le Premier ministre Manuel Valls doit recevoir ce lundi les principales organisations syndicales et patronales. Ensemble, ils vont aborder toute une série de mesures, des mesures pour l'emploi, pour inverser la fameuse courbe du chômage. Un plan d'urgence que François Hollande avait annoncé lors de ses vœux le 31 décembre dernier. Écoutez. S'il y a un état d'urgence sécuritaire, il y a aussi un état d'urgence économique et social. La lutte contre le chômage reste ma première priorité. Ce sera l'objet des textes préparés par le gouvernement pour simplifier le code du travail, instaurer une nouvelle sécurité sociale professionnelle et saisir les opportunités économiques offertes par la révolution numérique.
Alors la lutte contre le chômage, le mot d'ordre est lancé. Concrètement, quelles sont les mesures qui vont être mises en avant ? Alors on en connaît déjà quelques-unes, comme par exemple une prime à l'embauche pour les TPE, les PME, donc pour pousser toutes ces petites sociétés à embaucher, à recruter davantage de travailleurs. Il y a aussi la relance de l'apprentissage, donc ce qui permet aux jeunes de s'insérer progressivement sur le marché de l'emploi. C'est une sorte de transition en douceur. Et enfin, il y a la mise en place de 500 000 formations supplémentaires pour permettre aux chômeurs d'acquérir ou alors de développer des compétences si possible recherchées par les employeurs. L'objectif est de faire en sorte que les travailleurs et aussi les travailleurs les moins qualifiés puissent aussi trouver un emploi, même si le chemin reste long. C'est ce qu'a rappelé la ministre du Travail, Myriam El Khomri. C'était samedi sur France Inter. Écoutez. La croissance avec 40 000 créations d'emplois, ce n'est pas suffisant pour faire reculer le chômage, notamment pour les personnes qui sont les moins qualifiées, parce que nous avons en France un chômage de peu ou pas qualifiés, près de 2 millions de demandeurs d'emploi qui n'ont pas le niveau bac, près de 680 000 demandeurs d'emploi qui ont un niveau inférieur au CAP. Johanna, rapidement, toutes ces mesures, ça peut marcher ? Alors pour Manuel Valls, évidemment, oui. Une conviction assez limitée pour le moment. Certains pensent que les objectifs ne sont pas réalisables. D'autres que l'accent est mis trop sur la formation des travailleurs et pas assez sur l'offre d'emploi, sur la création d'emplois. Et enfin, ça risque de poser un problème au niveau statistique puisque les chômeurs qui sont en formation ne seront plus considérés comme au chômage. Ils n'auront pas pour autant trouvé un travail. Merci beaucoup pour ce point économie. Et de l'écho, on passe à présent à la culture. On prend la direction des États-Unis, la 73e cérémonie des Golden Globes qui s'est tenue dans un grand hôtel de Beverly Hills, près de Los Angeles, donnant le coup d'envoi de la saison des prix hollywoodiens. Kate Winslet, Matt Damon, Sylvester Stallone ou Leonardo DiCaprio. On fait le point sur cette cérémonie en images. Je veux partager ce prix avec tous les Amérindiens représentés dans ce film et avec toutes les communautés indigènes à travers le monde. Tant que l'on reconnaisse notre histoire et que l'on protège les terres des indigènes, des grandes entreprises et de ceux qui veulent les exploiter. Il était grand temps que l'on entende votre voix et que l'on préserve cette planète pour les générations futures. Merci beaucoup. Ok, désolé, juste une minute. Merci beaucoup à la Hollywood Foreign Press. C'est vraiment en train de se passer. Ok, c'est vraiment en train de se passer. Je veux juste d'abord dire à quel point cette année a été incroyable pour les femmes dans le cinéma. Enfin, dans ces catégories qui sont tellement remplies de femmes et à la fois de talents incroyables et d'intégrité. Je suis plus fière que jamais cette année d'en faire partie, vraiment. On retrouve David Benaïm. David, bonjour. Alors vous êtes à New York, vous n'étiez pas cette nuit à Beverly Hills pour suivre les Golden Globes. En revanche, vous les avez suivis assidûment. The winner is, c'est ce dont on va parler à présent. Alors on fait le point sur les gagnants, les perdants. Très grande diversité ce soir, notamment dans les prix pour la télévision. Une série à l'audience très modeste comme Mr. Robot a détrôné les géants que sont Game of Thrones et Empire pour meilleure série dramatique. Jon Hamm a récolté un ultime Golden Globe pour son interprétation du mythique Don Draper dans Mad Men. L'actrice Tara J.P. Henson, plus connue sous le nom de Cookie pour son rôle dans Empire, a décroché l'or. Autre grande gagnante, surprise cette fois-ci, Lady Gaga qui a reçu très émue son premier prix en tant que comédienne dans American Horror Story. Côté perdant, on s'attendait à une bataille serrée entre les productions diffusées sur les chaînes de télé classiques et les séries disponibles sur Netflix, Hulu et Amazon. Ces nouveaux médias n'ont pas obtenu le succès escompté. Seul Amazon se distingue avec 2 récompenses pour la série Mozart dans la jungle. Côté cinéma, le grand vainqueur, vous l'avez dit, est Le Revenant, le film dramatique, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio. Et Le Fils de Saul, film hongrois sur la Shoah, déjà récompensé à Cannes, qui a obtenu le prix du meilleur film étranger. Un film particulièrement intense. Alors, cette soirée, David, elle était présentée par l'impétueux, l'incontournable Ricky Gervais, imprévisible. Il y a eu des temps forts à retenir. Oui, Ricky Gervais ne déçoit jamais. Sa prestation était sarcastique, irrévérencieuse, parfois même vulgaire. Un nombre incalculable de séquences ont été bipées par la NBC pour censurer les gros mots. C'est très américain. La blague récurrente de la soirée tournait autour du film Le Martien, nommé et récompensé dans plusieurs catégories, dont meilleur acteur comique
pour Matt Damon, meilleur réalisateur pour Ridley Scott et meilleure comédie. Seul problème, ce film n'a rien d'un film comique et on pouvait sentir tout au long de la cérémonie une certaine gêne autour de ses choix. Enfin, grand moment d'émotion lors de la standing ovation reçue par Sylvester Stallone pour son Golden Globe dans le film Creed, 39 ans après avoir reçu les mêmes honneurs pour Rocky. C'était une soirée très décontractée, parfois volatile, avec le sentiment d'assister à une réunion d'un club très privé dont on ne fait pas partie. Très rapidement, David, prochaine étape donc, les Oscars. Oui, les Golden Globes donnent nettement le ton pour les Oscars, particulièrement cette année. On attend le couronnement très attendu de Leonardo DiCaprio, maintes fois nommé, jamais récompensé. Le film Steve Jobs, qui a obtenu quelques prix ce soir, devrait également se retrouver parmi les favoris. Et le compositeur italien Ennio Morricone, récompensé ce soir pour la musique du film Les 8 salopards de Tarantino, devrait se retrouver parmi les lauréats et obtenir le premier Oscar de sa carrière. Rendez-vous le 28 février prochain. Rendez-vous est pris. Merci David pour ce point sur les Golden Globes. Restez avec nous juste après un nouveau point sur l'actu. On parlera de ce guerrier faucon inflexible, bulldozer pour les uns, roi d'Israël pour ses plus chauds partisans. Ariel Sharon aura laissé une trace brûlante dans l'histoire d'Israël. De la guerre à outrance à l'amorce d'une paix, on reviendra sur cette personnalité haute en couleur. À tout de suite.